Donc, à l'ordre, s'il vous plaît. La Commission des transports et de l'environnement reprend ses travaux. Je demande à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leur appareil électronique. Nous poursuivons les consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi numéro 22, loi modifiant la loi sur l'assurance automobile, le Code de la sécurité routière et d'autres dispositions. Cet après-midi, nous entendrons les organismes suivants, soit Vélo Québec et Piétons Québec. Donc, je souhaite la bienvenue aux représentants de Vélo Québec. Je vous rappelle, je vous invite à vous présenter avant tout et par la suite, je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé et par la suite, nous procéderons à la période d'échange entre les différents groupes parlementaires. Donc, je vous cède la parole. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre Monardel, Mesdames, Messieurs, les membres de la Commission, représentants de la Société d'assurance automobile du Québec et du ministère des Transports, bonjour. Je m'appelle Jean-François Roux, je suis président directeur général de Vélo Québec. Aujourd'hui, je suis accompagné de ma collègue Magali Bebronne, qui est directrice des programmes chez nous, mais aussi responsable du dossier de la sécurité routière. Vélo Québec est une organisation à but non lucratif fondée en 1967 dont la mission est de promouvoir l'utilisation du vélo sous toutes ses formes, que ce soit loisir, tourisme ou bien entendu en transport. Avant toute chose, nous tenons à vous remercier d'avoir convié Vélo Québec à ces consultations sur le projet de loi 21. Notre présence ici témoigne du fait que le transport actif fait désormais partie intégrante de l'écosystème de la mobilité et nous en sommes très heureux. Il est souhaitable et attendu que cette réalité soit aussi reflétée dans une institution comme la SAAQ. Nous avons au Québec un système d'indemnisation des victimes de la route qui est public et sans égard à la faute. C'est un choix de société dont nous pouvons être très fiers. Aujourd'hui, nous allons vous présenter plusieurs recommandations pour rendre ce système plus équitable et plus inclusif. Il est souhaitable que ce système contribue pour s'attaquer à nos grands défis de société en matière de réduction des GES et d'atteindre les objectifs que le gouvernement s'est fixés, notamment à travers la politique de mobilité durable. Nous présenterons aujourd'hui quelques pistes de réflexion pour en faire un outil pour encourager les options de transport qui avantagent l'ensemble de la société. Je vais céder la parole à ma collègue Magali qui va nous présenter quelques recommandations. Merci Jean-François. Alors, pour commencer, nous voulons saluer la direction prise dans le projet de loi 22. Monsieur le ministre, vous avez dit vouloir réparer les erreurs du passé en indemnisant plus généreusement les accidentés de la route de plus de 68 ans notamment. Alors, après avoir offert aux Québécois 2 années de congé de paiement pour leur permis de conduire en 2022 et 2023, nous trouvons tout à fait juste que les victimes à risque de précarité soient ainsi mieux indemnisées et nous trouvons ces orientations tout à fait cohérentes avec la mission de la SAAQ. Les recommandations que nous vous présentons aujourd'hui, elles sont dans le même esprit parce qu'elles viseraient à mieux protéger un autre pan de la population qui est particulièrement vulnérable sur la route, les piétons et les cyclistes. Pourquoi ces recommandations? Parce qu'aujourd'hui, un piéton ou un cycliste qui subit des blessures en se déplaçant n'est indemnisé qu'à une condition, c'est qu'un véhicule moteur soit impliqué dans la collision. Or, en tant qu'organisation qui est en lien avec la communauté cycliste au quotidien, nous sommes à même de témoigner que le régime d'indemnisation actuel échoue à protéger plusieurs cyclistes victimes de collisions parfois graves. À qui on pense? On peut premièrement penser à ceux et celles qui doivent se battre pour faire reconnaître l'implication d'un véhicule dans leur collision, comme le cas de la cycliste Béatrice Letourneau qui a été rapportée en octobre dernier par l'émission La Facture. On peut également penser aux cyclistes victimes d'emportiérage, dont certains ont encore aujourd'hui de la difficulté à faire reconnaître que leur accident en est un au sens de la loi, malgré la jurisprudence qui les rend admissibles. Si le terme emportiérage vous est inconnu, c'est lorsqu'un automobiliste ouvre sa portière sans regarder et heurte un cycliste ou que le cycliste doit éviter la portière et se fait ensuite percuter par un véhicule qui circule derrière lui. On peut penser enfin aux accidentés lors de collisions entre cyclistes ou de collisions entre un piéton et un cycliste. On soupçonne que ces cas sont rares, mais les médias nous ont rapporté au moins un incident mortel de chacun de ces types au cours des 2 dernières années.
Chacune et chacun de ces accidentés de la route, c'est une citoyenne ou un citoyen livré à lui-même, oublié par la SAAQ, dont la mission est pourtant, et je cite, de protéger la personne contre les risques liés à l'usage de la route. Force est de constater malheureusement que cette mission, elle s'applique de façon plutôt incomplète pour les personnes qui font usage de la route de façon non motorisée. Alors notre première recommandation se veut une réponse à cette iniquité. Nous proposons en effet d'instaurer un système d'indemnisation universel, élargi, afin d'inclure l'ensemble des victimes de la route sans égard au fait qu'un véhicule moteur est impliqué ou non dans la collision. En vertu de ce système, un piéton happé par un cycliste serait compensé pour ses blessures et ses soins tout aussi facilement que s'il avait été heurté par une auto. Un cycliste qui serait heurté par un autre cycliste pourrait compter sur la même protection qu'un conducteur ayant perdu le contrôle de son véhicule. Une cycliste dont le rapport d'accident n'établit pas hors de tout doute qu'une auto a été impliquée dans sa chute ne serait pas désavantagée par rapport à un conducteur qui se blesse en déneigeant son auto. Et cet exemple, il peut vous paraître farfelu, mais il montre bien à quel point le système peut être généreux pour les personnes qui font usage de leur auto et peut se faire restrictif pour les autres. Alors, les cas que je vous ai cités ici, ils sont peut-être pas fréquents et les sommes en jeu seront négligeables à l'échelle de notre société et des sommes capitalisées par la Société de l'assurance automobile. Mais à l'échelle individuelle, elles permettront à chaque personne accidentée d'échapper à la précarité et de s'offrir tous les soins nécessaires à sa guérison. Alors, là voilà notre première proposition. Notre seconde proposition vient peut-être en réponse à une question que vous vous posez à ce stade de notre présentation, à savoir: combien ça coûterait d'opter pour un système d'indemnisation universelle? Combien y a-t-il vraiment de collisions qui n'impliquent pas de véhicules moteurs? Et malheureusement, c'est quelque chose qui est difficile à déterminer avec les données que nous avons aujourd'hui. Toutes ces collisions qui n'impliquent pas de véhicules, eh bien, elles ne font pas nécessairement l'objet de rapports policiers. Même les emportiérages dont je vous parlais tantôt, leur nombre est largement sous-estimé. Y a-t-il un angle mort à l'amélioration de notre bilan routier maintenant que les modes actifs deviennent de plus en plus populaires? Il y a d'autres questions auxquelles on peine à répondre aujourd'hui dans notre contexte québécois. Par exemple, pourquoi les usagers vulnérables représentent maintenant plus de 20% des décès sur la route, alors que c'était plutôt 15% une décennie plus tôt? Certains véhicules sont-ils plus dangereux, en particulier pour les usagers vulnérables? Les recherches à l'étranger nous indiquent que oui. On sait que les camions légers, les véhicules utilitaires sport sont plus dangereux, plus mortels. Certaines études ont établi, par exemple, que les camions légers sont 2 à 3 fois plus susceptibles de tuer un piéton en cas de collision, ou qu'une hausse de 1000 livres du poids d'un véhicule diminue de 40% les chances de survie dans une collision. Nous présentons dans notre mémoire comment les angles morts augmentent sur ces véhicules, comment leur poids accru fait bien plus de dommages en cas de collision, mais aussi comment leur géométrie surélevée fait en sorte que les piétons sont frappés au niveau des organes vitaux et de la tête plutôt qu'aux jambes. Tous ces phénomènes, ils sont largement documentés, mais pas au Québec. Et ça nous handicape dans l'élaboration de nos stratégies de sécurité routière parce qu'il nous manque toute une partie du portrait. Et on le sait bien, ce qu'on ne mesure pas, eh bien, on n'agit pas dessus non plus. C'est pourquoi notre deuxième recommandation, elle porte sur la collecte de données. On doit commencer à collecter les collisions sans véhicule moteur pour mesurer l'ampleur du phénomène. On doit se doter de meilleures pratiques pour recueillir ces informations et se donner les moyens de mesurer correctement tous les déterminants de la sécurité routière. Alors, ça passera sans doute par de meilleurs outils, comme les rapports de police électronique, mais aussi par davantage de formation et de sensibilisation des corps policiers quant à l'importance de ces informations. Et ça passera aussi par un meilleur partage des données non nominatives aux gestionnaires des réseaux routiers comme les villes. Ces informations seront précieuses et nous sommes convaincus qu'elles pourraient informer les choix que fera la SAAQ, tant dans ses stratégies de sensibilisation que dans la structure des contributions d'assurance qu'elle collecte auprès des Québécois. Dans notre mémoire, nous vous soumettons aussi l'idée d'appliquer à la gestion du risque certains principes d'écofiscalité. L'écofiscalité, vous savez, c'est l'idée d'utiliser des outils économiques, donc la gratuité, les subventions, ou au contraire les tarifs, les taxes, pour encourager les comportements souhaités et décourager les comportements moins désirables. Quand on sait que chaque kilomètre à vélo, ça économise 25 sous à la société, alors que chaque kilomètre parcouru en auto, ça lui en coûte 15 sous, mais on comprend bien l'importance d'encourager les modes actifs collectivement. Et à l'inverse, je vous parlais tantôt du risque accru que représentent les camions légers et les VUS pour les autres usagers de la route. Mais un bon système d'assurance ferait non seulement payer plus cher aux véhicules porteurs du plus grand risque, il tenterait aussi d'influencer les comportements pour réduire ce risque
à la source. C'est un exemple de décision qu'on pourrait prendre quand on aura dressé un meilleur portrait des facteurs de risque. Parmi les recommandations contenues dans notre mémoire, vous trouverez également des suggestions pour régler certaines iniquités qui persistent aussi dans l'indemnisation des dommages matériels. On est bien conscient que ce domaine ne relève pas de la SAAQ, mais on voulait quand même le porter à votre attention parce qu'il en résulte un déséquilibre dans le rapport de force qui oppose des simples citoyens à des compagnies d'assurance. Et puis enfin, nous nous sommes permis de vous rappeler plusieurs demandes que nous avions déjà soumises en 2018 à cette commission lors de l'étude du projet de loi 165 et qui visent vraiment à poursuivre la modernisation du Code de la sécurité routière pour mieux l'adapter à la réalité changeante de l'utilisation du vélo comme mode de déplacement. Donc, en conclusion, ce qu'on vous propose aujourd'hui comme vision, c'est celle d'un système véritablement public et pleinement universel, un système fidèle à l'esprit qui lui a donné le jour, mais réinterprété à la lumière d'une réalité contemporaine où la marche, le vélo et l'ensemble des modes actifs sont non seulement adoptés par une partie grandissante de la population, mais aussi activement encouragés par le gouvernement. Un système, enfin, cohérent avec la volonté affirmée en 2018, avec l'introduction d'un principe de prudence dans le Code de la sécurité routière, de mieux protéger les usagers les plus vulnérables. Voilà en somme nos propositions. Merci de votre attention. Merci beaucoup donc, pour votre exposé. Donc, nous allons débuter la période d'échange. Monsieur le ministre, je vous cède la parole. Merci, Madame la Présidente. Bienvenue. Très heureux de vous voir ici cet après-midi. Premier point que je voudrais discuter avec vous, c'est votre proposition 1, élargir l'indemnisation qui est offerte par la SAAQ. Vous dites afin de couvrir l'ensemble des victimes de la route, même lorsqu'aucun véhicule moteur n'est impliqué dans la collision. Vous êtes bien au fait que l'emportiérage, si oui, il y a un impact avec un véhicule, la société va indemniser. Vous êtes bien au fait que si on circule à vélo, l'auto ne respecte pas le 1 mètre ou le 1,5 mètre sur une route de 70-90, qu'on perd l'équilibre, puis on s'en va dans le fossé ou autre, il y a une indemnité. Vous êtes bien au fait que la SAAQ paye, hors de tout doute, à 50 plus 1, dès qu'il y a un doute, à 50 plus 1, la société va payer. Là, vous voulez élargir plus largement, si je peux le dire ainsi, ces indemnités. Et selon vous, c'est l'automobiliste qui devrait payer pour ces personnes qui subissent un accident. Comment vous voyez ce financement là, dans votre approche? On ne vous entend pas. Désolée. Écoutez, c'est une excellente question et bien entendu, on s'attendait à ce que vous nous la posiez. D'abord, une des choses qu'il faut établir, nous, ce qu'on sait, c'est que 9 cyclistes sur 10 sont déjà détenteurs d'un permis de conduire. Alors ça, ce que ça nous dit, c'est que ce sont des personnes qui contribuent déjà au régime d'indemnisation de la SAAQ, mais chaque fois qu'ils prennent la décision de laisser leur auto et de prendre plutôt le vélo, ils constituent un risque moindre pour le reste des usagers de la route, mais eux, ils encourent personnellement un plus grand risque. Alors déjà, pour nous, c'est de dire que la grande majorité des cyclistes sont déjà des contributeurs. Ensuite, on a un fonds d'indemnisation de la SAAQ qui est largement capitalisé et qui se trouve dans une situation financière qui permet de faire des améliorations de ce type. Quand on prend en compte la mission de la SAAQ qui est de protéger les usagers contre l'utilisation de la route, ce n'est pas nécessairement juste l'utilisation motorisée de la route. Puis enfin, ce qu'on vous disait avec tout le principe d'écofiscalité, c'est que collectivement, en tant que société, on gagne à avoir plus de personnes qui marchent et qui font du vélo, qui laissent leur auto dans leur garage. Alors, de la même façon qu'on est capable d'offrir certains incitatifs, par exemple avec l'électrification des flottes de véhicules, on offre des subventions assez généreuses parce qu'on estime que ça va dans le bon sens et que collectivement, on a à gagner là-dedans. C'est exactement dans cette lignée-là qu'on vous propose pour faire ces économies-là que permettent les modes actifs collectivement en termes d'externalité, que ce soit sur la santé, la réduction de la congestion, des gaz à effet de serre. Eh bien oui, de faire en sorte que tous ces usagers qui nous aident à aller dans la bonne direction soient couverts sans contribution supplémentaire. Donc pour vous, dès qu'un cycliste chute et qu'il n'y a pas d'impact avec une voiture, ce cycliste devrait être indemnisé. Ce que ça veut dire, grosso modo, c'est quand même une augmentation du droit d'assurance de l'automobiliste. Si on a besoin d'aller chercher un financement additionnel, et vous avez raison, la capitalisation du fonds était très bonne. C'est pour ça qu'on a remis une portion d'1 milliard là, sur 2 ans sur le permis, puis un autre milliard pour, comme vous le savez, dans ce projet de loi. Mais
Mon raisonnement, votre raisonnement, j'imagine, doit être le même que moi, là. Quelque part, c'est les automobilistes qui vont payer un droit d'assurance plus cher, puis pour vous, n'importe qui est sur un vélo, est-ce que n'importe qui est sur une trottinette, n'importe qui est sur un vélo à assistance électrique, vous voyez ça dans son ensemble comme ça, là. Tous ceux qui circulent et qui avancent à une vitesse X autre qu'une voiture devraient être indemnisés? Les personnes qui font usage du chemin public pour se déplacer, oui, devraient tous bénéficier de cette espèce de paix d'esprit, de dire que quand ils se déplacent, s'ils subissent des dommages corporels, eh bien, ils vont être compensés pour tous ces impacts-là dans leur vie. Effectivement, on a 5,5 millions de détenteurs de permis de conduire. La plupart sont parfois automobilistes, parfois cyclistes, parfois piétons. On est tous piétons, d'ailleurs, à un moment donné. Donc, on viendrait aussi couvrir un certain nombre de gens qui contribuent actuellement, mais parce qu'ils se font blesser dans d'autres circonstances qu'en opérant leur véhicule, ils ne sont pas couverts. Ça inclut les automobilistes actuellement. Donc, un jeune de 14 ans sur un skateboard qui ne porte pas son casque, qui tombe, puis qui a une blessure au cerveau, vous l'incluez là-dedans? On est prêt à discuter des limites à poser et puis de qu'est-ce qu'on considérerait comme un accident au sens de la loi sur l'assurance automobile. Tout ça, on est bien conscient de la complexité et puis de la difficulté à placer le curseur pour que ça reste cohérent. On n'est pas en train de vous dire, par exemple, qu'il faut indemniser des personnes qui sont en train de faire du vélo de montagne. Là n'est pas du tout notre propos. Mais effectivement, c'est excessivement restrictif aujourd'hui. Et on a tout un pan de notre population qui est un peu laissé pour compte dans cette couverture et ce filet social qui est offert aux autres usagers. Est-ce que vous avez pensé, depuis qu'on a introduit le 1,5 m et le 1 m pour les véhicules routiers, est-ce que vous avez d'autres mesures en tête en termes de sécurité immédiate qu'on pourrait appliquer dans la loi ou dans une future loi pour être capable d'améliorer le bilan, qui est quand même stable dans une certaine mesure, mais bon, j'ai toujours ce rêve d'une vision zéro, là. En termes d'accidents, je pense que vous pensez comme moi là-dessus, là, étant un amateur de vélo quand même. Là, est-ce que là, présentement, là, vous avez des choses en termes de sécurité, en termes de mesures immédiates qu'on pourrait mettre en place, ou que vous souhaiteriez qu'on mette en place? Bien, écoutez, dans notre mémoire, vous trouverez un certain nombre de recommandations qu'on avait faites en 2018 et qui n'avaient pas été menées à terme ou qui n'avaient pas pu être intégrées dans le projet de loi 165. Donc, on comprend là-dedans, par exemple, comment définir... Je vais vous donner un exemple de phénomènes ou de choix qu'on s'explique mal. Par exemple, on a introduit en 2018 le principe de vélorue sur lesquels les vélos sont non pas prioritaires, mais majoritaires ou favorisés. Eh bien, on est venu dire, par exemple, que sur une vélorue, cette espèce de distance dont vous parliez, donc la distance de 1 mètre minimale quand on dépasse un cycliste, eh bien, le conducteur est exempté de la respecter. Alors ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on s'explique mal. Pourquoi sur une rue à 30 km/h, le conducteur est tenu de respecter la distance de 1 mètre et puis sur une vélorue à 30 km/h, il n'est plus tenu de la respecter. Donc il y a certaines incohérences comme ça et vous pourrez les trouver dans notre mémoire où il y a des petites corrections qui peuvent être faites assez rapidement. Après, je vous dirais, ce qui nous préoccupe beaucoup en termes de sécurité de la part des cyclistes, c'est bien sûr le fait qu'un décès sur 3 causé chez les cyclistes, eh bien, ça implique un camion lourd. Alors, de travailler sur la géométrie, la vision directe, les angles morts des véhicules lourds, ça nous apparaît un élément de sécurité absolument fondamental. On est très content qu'il y ait un travail qui s'entame avec le Bureau de normalisation du Québec pour travailler sur ces aspects-là. On est préoccupé également par la taille croissante des véhicules, on vous l'a dit. C'est quelque chose qui est porteur de moins de sécurité pour les usagers vulnérables. Alors, ça pourrait faire partie également des améliorations. Donc, je reviens sur un point. Allez-y, monsieur. Oui, pardon. Je reviendrai seulement sur l'encadrement des vélos à assistance électrique depuis le transfert de la responsabilité du fédéral vers le provincial. En fait, le dossier n'est pas encore abouti. Nous, on voit qu'avec la croissance des vélos électriques, ça va éventuellement amener des problèmes. Donc, on vous invite là on sait que le travail est déjà bien entamé, mais on vous invite à avancer là-dessus. Puis je reviendrai peut-être juste en arrière sur les cyclistes versus les automobilistes. En fait, on a tendance à vouloir les classifier comme étant des groupes séparés, mais au Québec, il y a 4,5 millions de cyclistes, on a 5,5 millions de permis de conduire. C'est souvent les mêmes personnes, en fait. Donc, il faut garder ça en tête. Là, on disait que 9 cyclistes sur 10 possèdent un permis de conduire. Donc,
c'est souvent les mêmes personnes. Je voulais seulement ajouter cet élément-là. Vous voulez prioriser le vélo-rue, là? Juste une petite question. La plupart du temps, là, il y a un muret de ciment qui protège la piste cyclable si on est dans un environnement urbain. Sinon, il peut y avoir des bollards. Donc, vous parlez d'un concept de vélo-rue, il n'y a absolument rien, là, puis que l'automobiliste là, est séparé par une ligne jaune, je vais le dire peut-être un peu plus large, là, versus la piste cyclable à côté. C'est ça qui vous interpelle? En fait, la vélorue, le principe, c'est une rue qui n'a pas d'aménagement physique séparé, mais sur lesquelles les vélos sont autorisés exceptionnellement à rouler deux de front s'ils le souhaitent et peuvent utiliser toute la largeur de la rue. C'est ça, c'est un nouveau concept qui a été introduit en 2018 dans le Code de la sécurité routière. Et donc, les automobilistes et les cyclistes se partagent cet espace-là, mais par exemple, on est venu retirer cette exigence de conserver une distance de dépassement. Bien reçu, Madame la Présidente. Je passe la parole à mes collègues. Parfait. Donc, Monsieur le député de Portneuf, il Merci, reste une Madame la enveloppe de Présidente. 7 minutes. Parfait. Merci, Madame la Présidente. Bonjour à vous. Merci d'aussi bien représenter nos usagers du vélo. Là, vous êtes importants dans notre société. Et puis c'est un petit peu aussi en lien avec ce que le ministre vous posait comme question tout à l'heure, concernant la responsabilité en termes d'assurance. Vous faites une recommandation qui dit que le conducteur serait présumé responsable par défaut lors d'une collision avec un piéton ou un cycliste et son assurance automobile serait seule à assumer tous les dommages matériels encourus. Je suis sûr que ça vous exaspère autant que moi de voir un automobiliste qui franchit un stop sans s'arrêter et vous êtes autant agacé que moi lorsque vous voyez un cycliste le faire parce que vous considérez que c'est absolument irresponsable. Est-ce que vous ne pensez pas que de faire cette recommandation, c'est un petit peu tirer fort sur l'élastique et c'est-à-dire que là, finalement, ça devient l'automobiliste qui devient responsable de tout, malgré le fait qu'on pourrait se retrouver face à des cyclistes qui ont des comportements irresponsables. Puis, entendons-nous bien, là, je suis bien conscient et je le vois au quotidien, notamment durant l'été, les cyclistes comportent de manière exemplaire. Mais vous voyez, c'est pour ça que j'ai de la misère avec cette recommandation. J'aimerais que vous puissiez élaborer un petit peu, s'il vous plaît. Bien sûr, et merci pour cette question parce que ça nous donne l'opportunité de mieux expliquer une des propositions qu'on a moins mis de l'avant par manque de temps dans notre présentation initiale. Donc, juste pour le bénéfice de tous, il faut bien comprendre que cette proposition-là, on l'a fait uniquement sur la question des dommages matériels. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a des rapports de police qui malheureusement sont parfois incomplets, erronés, et on sait que dans un cas de collision avec un usager vulnérable, c'est cet usager vulnérable qui est le plus à risque d'être confus, d'avoir des traumas crâniens, d'avoir une difficulté à se remémorer les événements. Et ensuite, on se retrouve dans une situation où des cyclistes, même lorsqu'ils ne sont pas responsables d'une collision, ont beaucoup de difficultés à se faire reconnaître les dommages matériels sur leur propre vélo. Quand ce n'est pas, et je pousse le bouchon plus loin, qu'ils se font poursuivre par l'assurance automobile du conducteur pour les dommages encourus sur le véhicule. C'est un petit peu ajouter l'injure à l'insulte. Et donc, le système qu'on propose pour ça, c'est inspiré de la responsabilité stricte, strict liability, et nous ne serions pas les premiers à le faire. Énormément de pays européens, on le cite dans notre mémoire d'ailleurs, les Pays-Bas, la France avec la loi Badinter notamment, mais également des États américains, que ce soit New York ou 11 autres États américains, ont décidé que dans le cas d'une collision avec un usager vulnérable, le conducteur est réputé responsable jusqu'à preuve du contraire. Pourquoi? Parce qu'on vient reconnaître d'une part un déséquilibre physique dans le choc et puis le fait qu'il y en a un qui encourt des dommages qui généralement vont être beaucoup plus sérieux que l'autre, mais également le déséquilibre dans le rapport de pouvoir entre un usager qui est seul à se représenter parce qu'il n'est pas tenu d'avoir une assurance. Tant mieux pour lui s'il a une assurance habitation, ça va l'aider, mais ce n'est pas obligatoire. Et un automobiliste qui est représenté par une compagnie d'assurance qui a tous les moyens, qui est un professionnel et qui peut aller poursuivre un individu qui va avoir beaucoup de mal à se défendre dans cette situation-là. Alors, on peut mettre des balises, on peut établir un certain montant comme l'a fait l'État de New York, mais c'est un choix de société de dire on a des usagers plus vulnérables qui sont désavantagés tant physiquement que dans leur utilisation du système politico-judiciaire. Et donc, on vient leur assurer cette tranquillité d'esprit-là. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui. Puis j'avais, puis excusez de ne pas le savoir, mais tout à l'heure vous avez abordé la question des données et ça semblait en
fait, de la manière dont vous l'avez présenté, très nébuleux, en tout cas qu'aucune donnée n'était conciliée quelque part, ou en tout cas répertoriée. Est-ce que vous pourriez, parce que je vous avoue que je ne connais pas du tout ce domaine-là, élaborer un petit peu, qu'est-ce qui est pris, quelles sont les données qui sont relevées et quelles sont les données qui ne sont pas relevées? Alors, je vous dirais, il y a les données qui peuvent être entrées dans un rapport d'accident et celles qui ne le sont pas. Donc, même pour les données qui sont dans le rapport d'accident, on est encore très tributaire à quel point les policiers sont consciencieux quand ils renseignent ce rapport-là. Je vous donne un exemple, le modèle de voiture impliquée dans la collision. Le champ, il est présent dans le rapport d'accident, mais malheureusement, il est trop souvent laissé vide. Alors, si en tant que Société d'assurance automobile du Québec, vous vous posez la question, est-ce que certains véhicules sont plus dangereux que d'autres? Il vous manque énormément de données sur ces collisions-là. Alors là, on a un problème parce qu'on a un facteur de risque qu'on sait, je vous en parlais dans cette présentation, à quel point c'est documenté que les plus gros véhicules posent un risque supplémentaire. Eh bien, on n'est pas capable de faire cette analyse au niveau québécois parce qu'il nous manque ces données-là. Je vous parlais de l'emportiérage également. Bien, le service de police de la Ville de Montréal a fait en sorte d'avoir un code spécifique pour pouvoir extraire et vraiment quantifier ce phénomène-là, mais ils sont les seuls à le faire. Alors, ça veut dire que c'est un phénomène qui est complètement sous-évalué actuellement. Alors, c'est ce genre d'exemple-là. C'est très complexe, la question des données, mais tous les spécialistes en sécurité routière, que je pense par exemple à toute l'équipe qui se préoccupe de la stratégie de sécurité routière Vision Zéro de la Ville de Montréal, aujourd'hui, ont de la difficulté à tirer des conclusions et prendre des bonnes décisions parce qu'il leur manque tout un pan de cette information. Ça veut dire que globalement, lorsqu'il y a un incident ou un accident avec un cycliste, c'est rapporté comme un accident sans plus de détails, c'est ça? Sauf par certains corps de police. C'est que souvent, les policiers ne vont même pas remplir de rapport d'accident. Ils vont juger que ce n'est pas nécessaire. On a des cas de cyclistes qui se sont adressés à nous pour dire « j'ai été victime d'un emportiérage » et le policier n'a pas voulu remplir de rapport d'accident parce qu'il m'a dit que, et on sait que c'est erroné là, comme Monsieur le ministre le disait, parce que je me suis fait dire que cet accident-là n'en était pas un au sens de la loi automobile. Alors pourquoi remplir un rapport d'accident? Et on se retrouve avec des victimes qui sont en plus démunies quand vient le temps de faire leur représentation, de faire ouvrir un dossier à la société. Alors il y a d'une part beaucoup plus d'incidents et d'occasions où on devrait remplir un rapport d'accident. Puis là où on les remplit déjà, il faudrait les remplir beaucoup plus consciencieusement. Donc. Merci. Est-ce que c'est oui, le temps qui est resté? Merci beaucoup. C'est tout le temps qui... Merci à vous. Donc, nous allons poursuivre les échanges avec l'opposition officielle. Monsieur le député de Pontiac. Merci. Merci, Madame la Présidente. Bonjour à vous deux. Merci d'être parmi nous et de vous livrer à l'exercice de nous offrir votre perspective aujourd'hui. D'abord, je veux parler de votre proposition, je veux dire première, sinon principale, par rapport à l'indemnisation des dommages corporels. On a passé une bonne partie de la commission jusqu'à maintenant à parler des différents régimes d'indemnisation. Et l'exemple que j'ai utilisé plus tôt en commission, c'est quelqu'un qui se fait frapper par une voiture à l'extérieur une voiture en fonction, disons, à l'extérieur, ici, là, sur la rue des Parlementaires, serait, si tout est bien documenté, comme vous le dites, éligible pour recevoir l'indemnisation de la SAC, qui est une des meilleures indemnisations qu'il y a au Québec. Quelqu'un qui se promène sur la rue des Parlementaires et qui est victime d'actes criminels aurait une indemnisation de 3 ans. Quelqu'un qui déneige de la rue des Parlementaires et qui se blesse dans l'exercice de ses fonctions aurait une autre indemnisation qui, elle, stopperait à 65 ans. Là, vous nous amenez le cas de quelqu'un qui, par exemple, serait à vélo sur la rue des Parlementaires, frapperait un nid de poule et n'aurait aucune indemnisation. L'argument qui a été fait au ministre et au gouvernement de façon générale au cours de la commission, c'était de dire, est-ce qu'on peut se pencher sur l'ensemble des régimes d'indemnisation puis avoir quelque chose qui est beaucoup plus équilibré que ce qui est le cas en ce moment. Là, vous donnez une occasion au ministre, de par un amendement qui permettrait que les gens qui sont victimes d'un accident à vélo, une chute à vélo ou une collision qui n'est pas avec un véhicule en fonction, d'obtenir le même niveau d'indemnisation que quelqu'un qui se ferait frapper par une voiture qui roule. Ça m'apparaît logique dans l'optique où, justement, tout le monde demande au gouvernement, si vous avez une indemnisation pour les gens qui sont accidentés de la route, élevez le niveau des indemnisations pour tout le monde pour qu'on puisse avoir une certaine logique.
vous nous proposez une manière de faire. Je vous le dis tout de suite, moi je suis, comme vous le dites, il y a peut-être des modalités à discuter, des façons de regarder ce qui est possible, mais de façon générale, ça fait beaucoup de sens et vous venez réparer une des choses que le ministre trouve difficile à faire dans l'ensemble des différents régimes. Il a l'opportunité de le faire pour un groupe de personnes. Moi, ça m'apparaît logique. Je veux comprendre, cependant, quand vous dites, en ce moment, la situation actuelle, c'est que les cyclistes ont de la difficulté à faire la preuve qu'ils ont, par exemple, été en collision avec un véhicule en service. Pourquoi c'est difficile de faire cette preuve-là? Dans quel contexte est-ce que ça peut être difficile? Et même la question que vous apportez sur l'emportiérage, là, que les policiers ne déclarent pas correctement, j'aimerais comprendre comment ça se produit. Moi, j'ai l'impression que si je me promène en vélo et que je me fais frapper par un véhicule, je vais être capable de le déclarer, je vais le savoir, la personne qui m'a frappé va le savoir, le témoin va le savoir, mais c'est quoi le contexte que vous tentez d'expliquer ici? Je peux vous citer le cas de Béatrice Letourneau, dont le cas a fait l'objet de l'émission La Facture. Béatrice Letourneau est en train de rouler en rase campagne sans aucun témoin. Elle se fait, selon son propre récit, selon ses propres mémoires, frôlée de très près par un véhicule et est projetée au sol, grosse chute, dommages considérables, toute sa dentition est à refaire, des frais très très importants. On sait qu'un automobiliste qui est passé quelques minutes après l'accident a croisé un automobiliste à sens inverse qui semblait avoir une conduite un petit peu erratique, etc. Madame Letourneau est prise en charge. Elle a même le temps de texter une amie pour dire « j'ai eu un accident à cause d'une auto ». Et puis là, elle tombe dans ses traitements. Sa mémoire des événements est affectée. Elle a plus de difficultés à se rappeler avec exactitude ce qui s'est produit. Quand je vous dis, les traumas crâniens, la confusion, l'état de choc que vivent ces victimes-là, c'est quelque chose, il faut vraiment le prendre en compte dans la capacité à établir la preuve sur le fait. Le rapport de police n'a jamais pris soin de poser des questions aux témoins qui avaient vu un conducteur dans les parages immédiats de la collision. Et c'est comme si, à certains égards, le pendant du système sans égard à la faute, c'est que parfois on a moins de détails dans les rapports de police parce que c'est comme si tout le monde va être indemnisé de toute façon, sauf dans ces cas-là. Alors on a un rapport de police qui est erroné, qui mentionne qu'il n'y a eu aucun véhicule impliqué, et une victime qui se démène pour essayer de prouver que oui, il y a bien eu un véhicule impliqué. Alors, soit on essaye de résoudre tout ce problème de culture-là du système policier, soit on change carrément de paradigme et on dit ça ne va plus être le critère pour accorder une indemnisation. On va simplement l'accorder à l'ensemble des usagers de la route qui font usage de la route pour se déplacer. Moi, je vous avoue que l'argument que vous avez utilisé, parce que vous avez utilisé d'entrée de jeu en disant 9 cyclistes ou 9 cyclistes sur 10 sont également automobilistes. Moi, ça me rejoint. Puis je regarde les gens autour de la table. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont cyclistes et automobilistes. Puis honnêtement, comme quelqu'un qui paie ses frais à la Société d'assurance automobile à toutes les années, j'aimerais ça savoir que si quelque chose m'arrive à vélo, je vais avoir une certaine protection aussi. Donc, à ce niveau-là, je pense que c'est vrai qu'on se dit toujours le fonds d'indemnisation des victimes de la SAC est payé par les automobilistes, sauf que dans ce cas-ci, c'est en très, très grande partie les mêmes gens. Donc, bien honnêtement, là, vous m'avez déjà convaincu si on n'était pas d'entrée de jeu. Le seul autre élément que j'aimerais voir avec vous, c'est votre proposition 8, revoir la définition des vélos à assistance électrique pour en exclure les engins représentant un plus grand risque. J'essaie de comprendre le problème pour lequel vous présentez une solution. Le problème qu'on a, c'est qu'il y a des fabricants aujourd'hui qui jouent avec la définition de ce qu'est un vélo électrique et à toute fin utile, on a des scooters électriques, voire des motos électriques qui correspondent actuellement aux normes d'un vélo à assistance électrique. Et ça fait en sorte qu'ils sont autorisés notamment à partager les voies cyclables avec de vrais vélos ou des vélos traditionnels. Or, ces véhicules-là, ils peuvent aller jusqu'à 32 km/h quand ils ne sont pas débridés. Ils ont une masse qui est beaucoup plus importante et ils permettent la plupart du temps aussi de transporter un second passager. Donc, on vient d'augmenter encore la masse. Et vous le savez peut-être, l'énergie cinétique, c'est fonction de la masse et de la vitesse au carré. Donc, chaque fois qu'on augmente la masse ou la vitesse,
ça va faire encore plus mal en cas de collision. Alors nous, ça nous préoccupe beaucoup. Nos gestionnaires de la route verte, on l'entend de partout, les villes et les gestionnaires de réseaux cyclables ont du mal à faire sortir ces engins-là des voies cyclables. Et donc, on est en train d'augmenter le risque pour les cyclistes et c'est ça qui nous préoccupe. OK, je vous entends bien. Merci. Allez-y, excusez-moi. Vous avez pas... Je veux seulement ajouter que les gens du ministère des Transports ont créé un groupe de travail pour réfléchir à ces problèmes-là. Le travail avance bien, les choses avancent bien. Il faut juste mettre le coup d'accélérateur ou le coup de pédale peut-être là, pour amener ça au bout. Là. Voilà, merci. Monsieur le député de Marquette. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour à vous deux. Moi aussi, j'étais interpellé avec le fardeau de preuves, mais vous êtes tellement une bonne vulgarisatrice que tout est expliqué, c'est tellement clair. Je vais sauter à mon point suivant. Puis des éléments, je pense, qui sont faciles à régler. Il y a des suggestions. Vous parlez notamment du virage à droite au feu rouge là, pour les cyclistes. Là. J'imagine que c'est un endroit où il y a énormément de collisions. Et vous seriez en faveur, quoi, que les cyclistes puissent avoir un temps avant, justement, que la lumière tombe au vert pour les automobilistes. Un peu comme le transport en commun, par exemple, à certains endroits, on leur donne quelques secondes pour, justement, avancer. Vous croyez que ce serait préférable de faire ça? Écoutez, il y a un gain qu'on a déjà fait lors du projet de loi 165, c'est l'autorisation pour les cyclistes d'utiliser le feu piéton. Alors ça permet effectivement de profiter de cette phase avancée pour quitter l'intersection et donc ne pas se retrouver typiquement dans l'angle mort d'un véhicule. Alors ça, c'est déjà un gain qu'on a fait. Mais même quand il n'y a pas de feu piéton, parce que malheureusement, toutes les intersections ne sont pas dotées de feu piéton, ce qu'on souhaiterait, c'est que les cyclistes puissent faire des virages à droite. C'est quelque chose qui a été généralisé à Paris, qui est généralisé en Belgique et qui a prouvé ne pas constituer de problème de sécurité. Au contraire, ça permet à ces usagers-là de quitter l'intersection avant les véhicules plus lourds et donc d'éviter ces problèmes où les angles morts causent des collisions. Il ne reste plus beaucoup de temps. Juste nous interpeller sur ajuster la contribution d'assurance en fonction de la dangerosité des véhicules. J'imagine que vous parlez des camions, des poids lourds. Vous voulez augmenter leur prix en assurance? C'est ce que vous suggérez? Oui, on parle ici des camions légers en particulier, dont on sait qu'ils sont plus risqués, qui représentent un plus grand risque, notamment pour les usagers vulnérables. On sait qu'il existe actuellement un surplus ou une surprime pour les véhicules à grosse cylindrée. Donc, on a déjà cette forme de logique-là à la SAQ, mais malheureusement, même un F-150 avec une motorisation de 3,5 litres, eh bien, ce n'est pas applicable à la surprime sur les grosses cylindrées. Alors, si on se dit qu'on a un pouvoir, avec notre pouvoir de tarification, d'encourager le choix de certains véhicules qui non seulement sont peut-être meilleurs pour l'environnement, mais constituent surtout moins de risques pour les autres usagers de la route, c'est un levier qu'on devrait utiliser et c'est le sens de notre proposition. Et avec le surplus, on fait quoi avec ça? On permet d'indemniser mieux les victimes. OK, parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Mme la Présidente. Merci. Donc, nous poursuivons les échanges avec la deuxième opposition. Donc, Madame la députée de Taschereau, vous avez 2 minutes 45 secondes. Est-ce que je peux avoir les minutes du PQ qui n'est pas là? Donc, il me faudrait un consentement. Est-ce qu'il y a consentement pour que la députée de Taschereau puisse... Oui, donc il y a consentement, Madame la députée. Merci, Monsieur le ministre. J'ai senti votre hésitation. C'est venu du fond du cœur. Donc, vous avez 30, Madame la députée. Merci. Je trouve ça super intéressant. Honnêtement, vous défendez vraiment bien votre point. Là, ça ne peut qu'être logique et je pense qu'éventuellement, tôt ou tard, on va arriver à ça. C'est super intelligent. Si on peut aller encore plus loin avec la proposition du député de Pontiac par rapport aux autres types d'indemnisation, ça sera encore mieux. Mais vraiment, je pense même que ça serait, je passe un petit commentaire au passage, là, un bon move pour le ministre des Transports de porter une attention à ça. Je le voyais discuter avec ses conseillers, peut-être qu'il était en train de se demander comment il allait mettre ça en œuvre. Mais souvent, le ministre ou son gouvernement ont pu être vus là, dans la population comme très pro-automobile. Et je pense que ça serait une occasion de peut-être inverser cette vision-là, de dire, bien, on va faire un spécial sur cette loi-là qui est, oui, c'est une forme d'écofiscalité, tu sais, je comprends vraiment bien ça, là, c'est de dire, bon, oui, c'est vrai, 9 sur 10 sont aussi des automobilistes parmi les cyclistes, mais même pour le cycliste qui n'a pas de permis de conduire, bien, en fait, puisqu'il rend un service à la société
en n'achetant pas d'automobile, en se véhiculant d'une autre manière, pourquoi pas lui faire cette passe sur la palette pour utiliser une belle expression québécoise. Et donc, moi, il me reste un peu de temps. Y a-t-il des portions de ce que vous auriez aimé dire dans votre mémoire que vous n'avez pas dites? Pour moi, tout était clair et limpide, mais j'imagine qu'il y a des affaires que vous avez dû couper au montage dans votre préparation. Donc, les quelques minutes qui restent, je vous les laisserai pour ajouter des points. Vous avez 4 minutes. Eh bien, écoutez, on avait quand même fait un travail d'essayer de vous prioriser toutes ces notions-là, puis avec les questions, on a réussi à en couvrir pas mal. Je vous amènerai peut-être en fait sur le principe de prudence. Vous savez, en 2018, on a voulu introduire dans le Code de la sécurité un principe de prudence. Qu'est-ce qui a été enchâssé dans le préambule du Code de la sécurité routière. Et c'était important pour nous et d'autres organismes qui représentent les piétons, les personnes handicapées, de reconnaître que sur la route, on n'est pas tous égaux et que les plus gros, les plus lourds, les plus dangereux ont une responsabilité accrue envers les plus vulnérables. Et on avait fourni tout un tas d'exemples de principes de prudence tels qu'ils existent, et vous pouvez les retrouver dans notre mémoire d'ailleurs, qui disent, bon, mais on veut vraiment favoriser cette vision-là. C'est un choix qu'on fait quand on prend une automobile, de représenter un risque plus grand envers les autres, et ça doit venir avec une charge de responsabilité accrue. Et on avait été un petit peu déçus du troisième alinéa de ce principe-là, parce qu'il venait créer une fausse équivalence en disant, puis en même temps, il faudrait que les usagers vulnérables, eux, fassent aussi attention à eux-mêmes, moi j'appelle ça l'instinct de survie, et s'assurent notamment d'être visibles de la part des autres usagers, ce qui après, en termes de practicalité et de capacité à Est-ce que si vous êtes aveugle, vous êtes malvoyant, vous avez la possibilité de vous assurer que vous êtes visible ou que vous êtes vu, mais pas nécessairement. Alors, ça peut paraître cosmétique, mais de changer ce principe de prudence-là pour qu'il n'y ait aucune équivoque possible et qu'on soit bien conscient collectivement que conduire une auto vient avec une responsabilité et que plus on est petit, conduire une auto, mais aussi conduire un vélo, hein, ça s'applique aussi le cycliste envers le piéton, envers la personne en fauteuil roulant ou en aide à la mobilité motorisée. On a toujours plus de responsabilités envers le plus petit. Et beaucoup des propositions qu'on vous fait, elles sont très cohérentes avec cette philosophie-là et c'est en quelque sorte une façon d'incarner ce principe-là dans la réalité de nos déplacements et dans l'indemnisation de nos victimes. Je ne sais pas si Jean-François avait autre chose à rajouter à ce sujet-là. Je terminerai en disant qu'en 1978, probablement les députés qui étaient assis à votre place trouvaient peut-être que ça n'avait pas de sens d'avoir un régime sans égard à la faute. Et puis, on est aujourd'hui tous fiers de ce régime québécois. Peut-être qu'en 2022, c'est le temps de mieux protéger les piétons et les cyclistes, les gens qui font le choix de se déplacer de façon durable. Je vous remercie pour les excellents échanges et puis je vous souhaite une bonne journée. Donc, il vous reste quand même 1 minute, Madame la députée de Tachereau. Est-ce que vous avez d'autres exemples d'absurdité, de cas particuliers pour nous faire pouvoir imaginer un peu plus quel problème ça amène? Je pourrais vous donner un exemple du double standard. C'est par exemple l'obligation ou l'interdiction de porter des écouteurs. C'est quelque chose qui a été rajouté dans le Code de la sécurité routière en 2018. Il y avait déjà des éléments, mais on est venu préciser tout ça. Et en gros, ce qu'on a dit, c'est qu'un conducteur d'auto a le droit de porter un écouteur pour des conversations téléphoniques, etc. Il a le droit de porter un écouteur, même s'il est déjà dans une carrosserie, il est déjà coupé du reste de son environnement, il a déjà un système de son qui pourrait complètement l'isoler de ce qui se passe autour de lui. Et pour le cycliste, on a affirmé, on a dit, ben non, 0 écouteur, aucune exception possible, alors qu'auparavant, on avait cette exception pour les conversations téléphoniques. Donc, si vous êtes un professionnel qui est sur la route, vous êtes en auto, vous représentez un plus grand risque, vous avez le droit, en plus, d'avoir une conversation téléphonique grâce à un écouteur. Vous êtes un professionnel qui se déplace à vélo, bien, on vous dit pour votre propre bien, parce que vous êtes un usager vulnérable et vous devez être conscient de votre environnement, vous n'avez pas le droit de porter des écouteurs. Merci beaucoup. Je suis désolée, le temps est terminé. Donc, je vous remercie beaucoup, Mme Bebron, M. Roux. Merci pour la contribution que vous avez apportée à nos travaux. Donc, je suspends les travaux quelques instants pour accueillir le prochain groupe.